L'histoire de la Révolution dite française est marquée par des événements complexes, souvent interprétés de manière contrastée. Parmi ceux-ci, la question du génocide vendéen, un terme qui a suscité et continue de susciter de vives discussions, occupe une place particulière. Renat Sécher, historien, a largement contribué à mettre en lumière la dimension tragique de la guerre de Vendée en offrant une analyse approfondie des causes, des conséquences et des violences qui ont défiguré ces provinces entre 1793 et 1796. Nous reviendrons sur ces travaux pour tenter de mieux saisir l'ampleur des événements, car comprendre ce passé, c'est aussi éclairer les débats contemporains sur la mémoire collective et la manière dont nous construisons notre récit national. Je précise qu'il ne s'agira pas d'un débat. L'entretien se veut intellectuel et historique. À ce titre, il m'arrivera d'endosser, à certains moments, les habits de l'avocat du diable. Monsieur Sécher, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la Vendée et à en faire le cœur de vos recherches? Alors, la réponse est surprenante parce que moi, je suis un descendant de Vendéens, tant du côté de mon père que du côté de ma mère. Et c'est un sujet que je détestais aborder parce que autour de moi, on en parlait sans arrêt. C'est-à-dire que quand j'allais dans la famille, de mon père, on me disait: «Tes ancêtres ont été tués là, dans telle circonstance». Par exemple, au Luxo-Boulogne, j'ai eu une vingtaine de membres de ma famille, qui ont été, exterminés le 28 février 1794. Et du côté de ma mère, c'était la même chose. J'ai très bien connu mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, qui sont décédés, l'un en 68 et l'autre, en 75, à des âges très avancés. Ils étaient quasiment centenaires. Ça veut dire qu'ils avaient bien connu leurs grands-parents qui avaient connu, la Révolution, française. Donc j'avais un contact direct avec les événements, de la Révolution française. Ça, c'est la première chose. Donc c'est pas un sujet, qui m'intéressait parce que je considérais que c'était des problèmes de famille, des problèmes de femmes, parce que c'est surtout les femmes, qui en parlaient. Et la deuxième chose qui faisait que je m'intéressais pas à la Vendée, c'est que j'ai fait toutes mes études, secondaires sur la rive droite de la Loire, à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon. Et lorsque, nous disions que nous arrivions du sud de la Bretagne, de la Vendée nord, on était, sujet à des moqueries assez violentes. Et en fait, on avait honte d'être, breton du sud et vendéen. Et à l'époque, c'était très, très mal vu, et pour nous, c'était une souffrance, incroyable. Je ne l'évaluais pas à l'époque, hein, je l'ai évalué, par, la suite. Alors ça ne répond pas à votre question. Pourquoi je me suis intéressé aux guerres de Vendée? C'est pas moi qui m'y suis intéressé. En fait, c'est une addition de concours de circonstances. La première est liée à un professeur, hors norme, d'une intelligence, incroyable, qui est le professeur Jean Meyer. Et Jean Meyer a un parcours assez, stupéfiant. C'est un Alsacien, un malgré nous, qui a été recruté à la fin de son adolescence par les troupes nationales socialistes et qui s'est retrouvé sur le front de l'Est. Il a réussi à s'enfuir et s'est retrouvé intégré dans l'armée soviétique. Il s'est rendu compte que le système national-socialiste était de même nature que le système, communiste, et il a réussi à s'enfuir chez les Américains, puis après chez les Anglais. Il a terminé, la guerre après avoir été capitaine de l'armée rouge, sergent-chef de l'armée française. Ce parcours d'Alsacien, malgré nous, qui a servi l'armée, soviétique, a fait que c'était un homme extrêmement sensible aux causes perdues et à l'histoire oubliée, à l'histoire niée, à l'histoire occultée. Et en fait, lorsqu'il a été affecté à Nantes au lycée Clémenceau, il s'est intéressé comme sujet de thèse à la noblesse bretonne. Nous sommes en 50
Et à l'époque, il n'y a pas les impôts et cetera, très lourds pour les familles et les gens vivent encore, dans les châteaux et les archives ne sont pas données ou rachetées par les archives, départementales. Et pour faire sa thèse, il est obligé d'aller de château en château et un jour, il va arriver dans un petit château à la Chapelle-Basse-Mer et là, il va découvrir un document exceptionnel de comptabilité, pour le duc Jean IV de Bretagne. Il va sympathiser avec le châtelain qui est un avocat, monsieur Sanson, il, va essayer de comprendre, lui qui est un homme d'identité, un homme d'enracinement, où il est. Donc, il va poser des questions que pose un historien qui a la connaissance de la géographie historique en lui demandant s'il est breton. Et l'autre va répondre non. Donc, Jean Meyer est surpris. Il va lui poser donc la deuxième question. Est-ce que vous êtes vendéen? Non. Il va terminer en lui disant à un patient, est-ce que vous êtes français? Non. Donc, il se dit, c'est étrange qu'un homme lettré, puisque M. Sanson est avocat, refuse d'être. Alors que lui, il est alsacien, il se bat pour son identité. Donc il a mis ça derrière l'oreille, comme on dit, en se disant: «C'est curieux, ce no man's land identitaire». 25 ans plus tard, je vais le voir, c'était un de mes professeurs, pour lui solliciter, un sujet de recherche dans le cadre de ma maîtrise d'histoire. Et en parlant avec lui, il se rend compte que je suis justement de ce village, la Chapelle-Basse-Mer. Et il me pose les mêmes questions qu'il a posées à Maître Sanson. Quelle est votre identité? Et moi qui ai cette triple identité, c'est-à-dire l'identité vendéenne, l'identité bretonne et bien entendu l'identité française, je lui explique que c'est compliqué de répondre à cela parce que, j'ai cette chance d'avoir ces 3 identités. Alors il me demande de lui expliquer et je lui explique tout simplement, qu'en raison même de la situation géographique de la Chapelle-Basse-Mer, une commune sur la rive gauche de la Loire, frontière de la Bretagne par rapport à la France, mais aussi frontière de la Vendée militaire par rapport à, la France bleue. Et là, il a un choc en se disant: «Tiens, c'est curieux, que cette réponse» et il se rend compte en tant qu'universitaire qu'il n'y a jamais eu de travaux de faits à l'université sur la guerre de Vendée. Et là, il me dit: «Tiens, ça serait intéressant que vous fassiez, ce travail qui fait défaut à l'université» et moi je refuse. Je refuse pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, parce que moi je suis le produit de cette mare de sang et je refuse. Il est surpris parce que c'est un sujet qui lui paraissait facile pour moi puisque je suis de ce territoire. Mais il comprend qu'il ne peut pas m'avoir, sauf s'il utilise un biais. Et en parlant avec moi, il s'aperçoit que je suis aussi juriste, c'est-à-dire que je suis diplômé de l'école de droit et que je fais de l'histoire par intérêt personnel. Et là, il va être assez astucieux en me présentant la problématique telle qu'elle est exposée à l'époque au sein de l'université, majoritairement à gauche, surtout à Rennes 2. En me disant que, en fait, le discours officiel des universitaires est le suivant. On ne peut pas travailler sur la Vendée parce qu'il n'y a pas de matière première. Et qu'en fait, les éléments que nous avons sont des sources de seconde main. Et la deuxième chose, c'est que la Vendée est un non-sujet qui a été traité par des amateurs comme Crétineau-Joly et qu'en fait, on maîtrise bien ce non-sujet. Et là, il me dit, en fait, ce que je voudrais simplement vérifier dans le cadre de votre maîtrise, c'est si, oui ou non, il y a ou il n'y a pas de matière première. Ça m'intéresse parce qu'on ne travaille pas sur l'histoire proprement dit, mais sur les matériaux. Et en fait, comme je suis un juriste, que j'ai fait beaucoup d'archéologie aussi, parce qu'en fait, c'est un travail d'archéologue d'une certaine manière. Je lui dis, OK, très bien, je suis d'accord comme sujet. À une exception près, c'est que moi, je suis jeune, je n'ai pas d'expérience, il n'y a pas de méthode non plus.
puisque le sujet est premier. Moi, je ne peux pas travailler ce problème sur 770 communes qui composent la Vendée militaire. Donc, il faut trouver une solution pour ramener la problématique à une juste dimension. Et là, il me dit, ben, on va faire un carottage. C'est-à-dire qu'on va prendre une commune donnée et on va l'étudier en profondeur, mais exclusivement par le collectage de matériaux. Ça, c'est son deuxième trait de génie. Là, il va en avoir un troisième, toujours dans la même conversation, en me disant, mais en fait, la commune à retenir, elle est évidente. C'est la tienne, c'est la Chabelle-Basse-Mer. Parce que c'est une commune idéale, elle est sur la rive gauche de la Loire, elle fait partie de la Bretagne historique, elle fait partie de la Vendée militaire, et elle est au croisement de trois identités. L'identité française, avec l'Anjou, puisque nous sommes sur la frontière, l'identité ligérienne, la Loire, et l'identité vendéenne. J'accepte sans réfléchir pour des raisons tout à fait banales. Parce que moi, je me suis dit tout simplement, c'est extraordinaire de faire un travail sur ma paroisse, sur ma commune, parce que ma grand-mère y habite. Je vais être logé, nourri, blanchi. Et puis deuxièmement, et c'est idiot, mais quand on est étudiant, c'est important. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait rien du tout. Et deuxièmement, je connais tout le monde dans le pays. Mais aussi, tout le monde me connaît en tant que fils, petit-fils, arrière-petit-fils de notables, comme notaires royaux, ducaux, médecins, sénéchal, etc. Parce que ma famille fait partie de la haute société locale. Et puis en plus, je suis très proche du curé qui est un vieux curé, implanté depuis 20 ans localement. Puis en même temps, j'étais à l'école avec les gars du pays qui me connaissent bien et que je connais très bien. Et donc, je suis dans une situation de confort. Donc après, il faut réfléchir sur le matériel. Jean Meyer réfléchissait exclusivement sur le matériel écrit, qui est de deux sortes, le matériel public et le matériel privé. Le matériel public se retrouve au niveau des archives nationales et militaires, au niveau des archives départementales et au niveau des archives municipales. Le matériel privé se trouve chez les particuliers, dans les familles, mais aussi dans l'Église, c'est-à-dire la paroisse, le diocèse et Rome, et puis les communautés liées à l'enseignement, en l'occurrence le frères de Pleuramel. Donc là, c'est assez facile pour moi. Je connais le maire, je vais voir le maire en lui disant, ben voilà, je voudrais accéder aux archives. Et le maire, lui, il se moque de ça, c'est vraiment pas son problème. C'est un brave type, mais c'est un entrepreneur et il n'est pas intéressé par ce genre de problème. Lui, la seule question, c'est que, comme il disait, éteins les feux quand tu descends du grenier où sont les archives. Et là, rien qu'à la mairie, je raconte cette histoire assez souvent, je vais découvrir quelque chose d'incroyable. En fait, la mairie a toujours été là. Et il y a un rituel annuel qui fait que, à la fin de la première quinzaine de janvier, l'éboueur-chef passe avec sa brouette dans les services, il y en a deux, avec son assistant. Les secrétaires jettent dans la brouette les archives, il les monte dans les greniers, l'éboueur-chef s'allonge sur le plancher dans le grenier, tandis que son assistant lui balance à coups de pelleté, comme ils disent, les archives et l'autre les pousse comme ça. Et en fait, moi, je vais arriver dans ce grenier regorgeant d'archives avec une méthode archéologique assez spéciale, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur la verticalité, mais sur l'horizontalité. C'est-à-dire, pour remonter dans le temps, je tire les documents et je vais découvrir des documents absolument stupéfiants, inconcevables, comme par exemple le registre clandestin du prêtre réfractaire de la Chapelle-Basse-Mer, avec une liste de 460 victimes qui ont été tuées, massacrées lors du passage des colonnes infernales des 10 et 17 mars 1794. Cette liste est incomplète, comme dit le recteur, parce que malheureusement, des feuillets
ont disparu lors d'une fuite. Mais par contre, ce qu'il a écrit est extrêmement précis. Il y a les prénoms, les noms, les âges souvent, les circonstances du massacre, les lieux de massacre. Et là, je découvre, comme au Luxe au Boulogne, que 80% des gens massacrés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Stupéfiant. Puis après, je vais voir le curé qui me dit: «Tiens, tu devrais aller dans telle ou telle famille. Je sais qu'ils ont des documents». Alors contrairement à Jean Meyer, qui lorsqu'il arrivait, dans une famille, m'expliquait qu'il devait demander les documents et éventuellement on acceptait ou pas de lui donner. Moi, quand j'arrive dans ces familles, on me connaît. On me dit: «Les archives sont là, dans l'armoire». C'est-à-dire que on me délivre pas à petite quantité des archives. Je peux prendre tout ce que je veux, mais en même temps, je vais échanger avec les gens et là, je vais me rendre compte et ça, c'est une dimension que Jean Meyer n'avait pas prévue, n'avait pas imaginée, c'est qu'en 1980, la mémoire populaire des événements est intacte. C'est-à-dire que lorsque j'arrive dans une famille, on va me raconter très précisément ce qui s'est passé durant le passage des colonnes infernales, dans la ferme, dans l'entreprise, etc., du lieu. Et c'est extrêmement précis. Et tout le monde me raconte la même chose, c'est que c'est l'armée française qui passe, qui détruit majoritairement les bourgs, qui tue prioritairement les femmes, les enfants, les vieillards. C'est ça que la population a retenu et que ça a été très difficile. Et donc, Alors, juste une question, je me permets, volontairement, provocatrice, mais, qu'est-ce que vous dites à, à des personnes intellectuelles ou lambda ou anonymes qui vous diraient, «Ce sont des actes de guerre, des dommages collatéraux»? alors, si vous permettez, on répondra à ça par la suite. Je vais continuer le récit de, comment dire, sur les raisons qui m'ont poussé à travailler sur la nature de la répression en Vendée. Là, on est dans le stade pourquoi je m'y suis intéressé et le biais qu'a trouvé Jean Meyer pour que je travaille ça en profondeur. Et là, je découvre, en fait, une histoire qui n'est pas passée, qui est extrêmement douloureuse. Tout a disparu de nos jours, hein. Il y a plus de mémoire populaire et j'explique pourquoi, parce que le criminel premier, c'est le chauffage central qui empêche la transmission et après il y a le cadran et cetera. Et donc, grâce au collectage d'archives, tant privées que publiques, mais aussi aux centaines d'heures d'interviews que j'ai fait, je reviens vers Jean Meyer avec un mémoire en lui disant: «Oui, il y a des archives et au-delà des archives, il y a une source incroyable qui n'a jamais été exploitée, que j'ai enregistrée, qui est la mémoire collective». Donc je réponds à la question de Jean Meyer en disant: «Le monde universitaire volontairement ou pas, ne dit pas la vérité sur le fait qu'on ne travaille pas l'université sur la matière Vendée. On a les matériaux. Lorsque Jean Meyer voit le fruit de mon travail, il va me demander ce qu'il voulait faire en premier, de mettre ça en forme et de travailler sur le sujet guerre de Vendée à la Chapelle-Vasmer. Vous voyez? Ce que je refusais de faire, en fait, il va m'amener à le faire. Et là, je vais faire ma thèse de troisième cycle, de doctorat de troisième cycle sur la Chapelle-Vasmer, qui est un carottage sur une paroisse bretonne, ligérienne, qui va devenir vendéenne et qui va être sans aucun doute, et c'est le hasard de la recherche, la commune la plus frappée par les guerres de Vendée. Et lorsque je soutiens ma thèse devant 3 grands historiens, Jean Meyer, Pierre Chaunu, Corvisier, je conclus en disant: «Au-delà de la guerre civile qu'on a retrouvée sur tout le territoire de la France durant cette période, il y a quelque chose d'autre en Vendée, en tout cas la Chapelle-Vasmer, qui n'est pas du domaine de la simple guerre civile, qui n'est pas du domaine du crime de guerre». Et je répète, je suis juriste, qui est du domaine du génocide, en tout cas d'un génocide local. Il y a un événement qui va beaucoup me marquer et qui va me
stimulé dans ma recherche. Je n'ai jamais su la raison, mais en 78, 79, il y avait des programmes d'échange entre les États-Unis et la France et entre autres, on échangeait 100 étudiants français contre 100 étudiants américains pour que, on fasse du travail dans les pays. Et moi, je me retrouve affecté dans un hôtel juif orthodoxe qui, comment dire, servait de lieu de villégiature pour les survivants des camps de concentration et d'extermination. Alors, il faut savoir qu'un catholique, dans le cadre d'un hôtel comme ça, il est le roi du monde, notamment le jour du sabbat, quand vous avez la confiance, quand vous respectez. Et moi, je suis arrivé comme porteur de bagages et laveur de vaisselle, un peu français. Et je constatais que, en fait, on perdait beaucoup de temps à certaines heures de la journée et que d'autres fois, on était débordé. Je vais voir le directeur, qui s'appelait Robert Oppenheimer, qui parlait un français extraordinaire, et et je lui dis, vous savez, votre organigramme, j'avais appris ce mot à l'université, c'est pas terrible parce que, en fait, on perd du temps parfois et d'autres fois on est débordé. Et là, il me regarde, il dit: «Très bien, je te nomme directeur du personnel». Oh, l'hôtel immense et je lui dis: «Pourquoi pas?» Donc je deviens directeur du personnel et là, je rentre encore plus dans l'intimité des Juifs. Alors il faut savoir que durant, la guerre, à Cheval-Basse-Mer, on avait protégé un Juif, alors que la propriété familiale était, la commandanture de la Cheval-Basse-Mer. On a protégé un Juif, durant toute la guerre et donc j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces gens et un jour un jour de sabbat, samedi, j'entends un hurlement auprès de la piscine. Je me précipite et je vois un vieillard replié sur lui-même, pleurant de toutes ses larmes. Alors moi, j'ai fait beaucoup les conférences Saint-Vincent-de-Paul, donc je me suis beaucoup occupé des anciens. Donc je me précipite sur lui, je le prends dans mes bras. Dans quelques minutes, ma chemise, qui était des chemisettes, était trempée et je le console. Puis j'essaye de comprendre. Et là, il m'explique que quelques quarts d'heure auparavant, il avait fait voir la numérotation qu'il avait sur l'avant-bras à son petit-fils. Et son petit-fils avait éclaté de rire. Et pour lui, ça avait été une douleur incroyable. Puis on a commencé à parler. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion. Et en l'entendant parler, je me dis, c'est bizarre. J'ai l'impression d'entendre parler ma grand-mère. Elle parlait des guerres de Vendée. Et ma grand-mère, je raconte ça dans un livre, qui était femme de médecin, allait récupérer à la gare de Mauves-sur-Loire, justement, les billets que balançaient les prisonniers par les interstices des wagons de bois, parce qu'ils allaient être déportés en Allemagne. Et mon grand-père a fait beaucoup de résistance en faisant des fausses attestations, etc., pour ne pas aller au STO. Et là, je dis, c'est bizarre, il parle comme ma grand-mère. Et quand je reviens dans la maison familiale, je commence à regarder différemment ma grand-mère et je la fais parler. Et là, je me rends compte qu'elle utilise les mêmes mots, les mêmes concepts que ce juif survivant. Alors elle, c'est pas une survivante, a priori. Les événements se sont passés 200 ans auparavant, vous voyez. Et quand l'année suivante, je reviens aux États-Unis, dans le même hôtel, je revois ce monsieur. On est devenus de très grands amis. Et là, au-delà de travail que m'a demandé Jean Meyer, je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose d'autre qu'une guerre civile. C'est-à-dire, à la fois par ma recherche à la Chapelle-Basse-Mer, mais par la rencontre du monde juif, j'ai compris que la guerre de Vendée n'était pas seulement une guerre et qu'au-delà de la guerre, il y avait autre chose, mais il y avait aussi autre chose dans le traitement de l'histoire, ce qui m'amènera à faire mon livre du génocide au Mémoris en 2011. Et donc, lorsque je soutiens mon mémoire, ma thèse de 3e cycle, je conclus en disant: «Il me semble, à travers ce carottage que j'ai pu faire, qu'il ne s'agit pas d'une simple guerre civile et qu'il y a autre chose». J'avais inventé un sujet, j'avais inventé une méthodologie, j'avais soulevé une problématique localisée et il s'agissait de vérifier que ce que j'avais
trouvés sur place se vérifiaient sur une plus large échelle, c'est-à-dire sur l'échelle de la Vendée militaire. Et à la fin de la soutenance, à la fin de la délibération des membres du jury, c'est Pierre Chenu qui me dit: «Vous savez, ce que vous avez fait est incroyable, parce qu'au-delà du fait de contester le discours officiel de l'université, au-delà d'avoir inventé un sujet, créé, vous avez inventé une méthode. Il faudrait extrapoler cette méthode sur l'ensemble de la Vendée militaire en répondant notamment aux questions suivantes. Pourquoi la Vendée se soulève? Pourquoi elle est réprimée? Comment elle est réprimée? Si ce que vous dites est vrai, quelle est la chaîne de commandement? Et quels sont les bilans?» Parce qu'à la Chapelle-Vasmer, j'avais réussi ce coup de force absolument incroyable d'évaluer la population disparue du fait de la guerre civile et de l'extermination, mais aussi d'évaluer l'habitat détruit. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au sein des archives municipales, j'avais retrouvé le registre clandestin du prêtre réfractaire. Mais moi qui ai une formation anglo-saxonne, j'ai recouru à une méthode euh, de Chicago d'évaluation démographique de la population. J'avais constaté qu'en fait, il y avait eu un déficit de 950 personnes à Chapelle-Vasmer entre 1790 et 1800. Le recteur Robin nous donnait une liste de 464 personnes. Mais je retrouvais un certain nombre d'habitants de la chapelle tués ici et là. Donc j'étais remonté à peu près à 600. Donc un déficit démographique tout de même énorme. Et deuxièmement, quand on fait de la recherche, on est toujours servi par une chance absolument incroyable. Et un jour, le maire m'appelle, Jean Bondu qui s'appelait, en me disant: ben voilà, il y a un monsieur qui est venu dans mon bureau, il m'a demandé si je connaissais un sieur Sécher, il m'a donné un document en lui disant: vous lui donnerez ce document. Et ce document incroyable, c'était la liste de l'habitat détruit à la Chapelle-Vasmer. C'est-à-dire que j'avais la liste complète de l'habitat détruit, avec le nom du propriétaire, la valeur avant la destruction, la date de la destruction, la valeur après reconstruction. Et j'avais ainsi une liste de 364 maisons. Évidemment, quand on travaille avec des gens comme Jean Meyer, ce sont des gens qui sont extrêmement exigeants. Et quand je lui donne cette liste, qui est une liste officielle, réalisée par l'architecte Duvivier, architecte de l'empereur, contrôlée par le préfet et le maire du village, donc c'est une liste indiscutable. Sauf que on ne sait pas à quoi correspondent ces 364 maisons avec leur valorisation par rapport au nombre de l'habitat existant et la valorisation de l'habitat existant. Sauf que moi, je suis l'arrière-petit-fils du notaire de l'époque. Et donc, dans les archives familiales, j'ai les actes de vente. Et donc, j'ai pu, comme ça, reconstituer maison par maison la valeur de ces maisons. Et il y a le cadastre, 1808, qui est très précis. Et je m'aperçois qu'il y a 990 maisons, 364 maisons détruites, ça veut dire le tiers, plus du tiers de l'habitat détruit, soit 51% de la valeur immobilière. Et je me rends compte que le discours populaire, la mémoire populaire, dit vrai, en disant que c'est essentiellement les bourgs et les grands hameaux qui ont été détruits. Donc là, on a un véritable sujet qui, grâce à ce carottage, soulève un réel problème et on a une méthodologie. Et la méthodologie, je vais l'extrapoler sur l'ensemble de la Vendée militaire pour répondre aux questions qui a fait quoi, pourquoi, comment, etc. Donc là, je réponds à votre question, pourquoi je me suis intéressé aux guerres de Vendée. En fait, on m'a forcé à m'y intéresser. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Alors, justement pour les jeunes auditeurs et les moins jeunes, qui voudraient approfondir leurs recherches et parfaire leurs connaissances, est-ce que vous pourriez, rappeler, rapidement le titre de vos ouvrages et les sujets, traités? Alors, les ouvrages que j'ai écrits. Tout à fait. Alors, en fait, les ouvrages que j'ai écrits correspondent à l'évolution de la problématique sur la guerre de Vendée. Le premier ouvrage que j'ai écrit, qui est ma thèse de troisième cycle, c'est l'histoire d'un village de l'origine à 1980, en partant du principe
que ce village est un village de frontière, un village militaire, qui entre autres avait sur son territoire une énorme forteresse du type Angers pour se protéger des invasions françaises, un village religieux fondé par les moines de Marmoutier, d'où le nom d'ailleurs de la chapelle Basse-Mer. C'est la chapelle des moines bénédictins de Marmoutier qui s'implante sur les terres du seigneur Bassamarus. C'est un nom extraordinaire, un nom à forte identité militaro-religieuse. Et puis, essayer de comprendre, à partir de la Révolution française, comment il a vécu le 19e et 20e siècle, d'où le sous-titre d'ailleurs du livre, Essai sur les notions de légalité et de légitimité. Le deuxième livre que j'ai publié, c'est le génocide franco-français de la Vendée-Vengée. Le génocide franco-français de la Vendée-Vengée, c'est ma thèse d'État. En fait, à partir de la problématique soulevée à l'occasion de la chapelle Basse-Mer, des matériaux trouvés, de la méthodologie créée, que j'ai extrapolée sur l'ensemble de la Vendée militaire, je vais répondre aux questions que ma thèse de troisième cycle a soulevées. Qui, quoi, comment. Mon troisième livre, c'est une réflexion sur ce que j'appelle le mémoricide, c'est-à-dire comment, à partir d'un fait indiscutable, on arrive à une inversion de l'histoire. En clair, comment fait-on pour qu'un bourreau devienne victime et victime bourreau 200 ans après les événements? D'où la question que je me pose, est-ce que cette manipulation de l'histoire correspond à une évolution naturelle de l'histoire ou est-ce qu'elle s'inscrit dans l'histoire première? C'est tout ce travail que j'ai fait qui donne naissance à cet ouvrage. Puis à côté, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont importants, comme par exemple la republication du livre de Gracchus Babeuf sur le système de dépopulation, qui est un ouvrage clé, qui prouve justement qu'il y avait une haute conscience de ce que les robespierristes faisaient, puisqu'il y a un témoin oculaire, et pas des moines, Gracchus Babeuf, le père du communisme, qui a parfaitement compris, comme Lenkin, un peu plus tardivement, la nature des événements en Vendée. Donc ça, c'est ça les livres fondamentaux sur les guerres de Vendée. Alors après, j'ai fait pour communiquer autour des romans, par exemple la guerre de Vendée à la chapelle Basse-Mer, etc., etc. Ça, c'est pour, comment dire, travailler sur d'autres supports que des supports scientifiques. Puis après, j'ai fait des films de grand public, des documentaires principalement. Très bien, merci. Alors, n'est-ce pas dérangeant, d'employer un terme, inventé en 1943, dans un contexte très particulier, par un historien, juif américain, dont vous venez de parler, pour évoquer des événements, qui se sont déroulés entre 1793 et 1796? Alors, si vous permettez, je vais d'abord dire ce que j'ai trouvé. C'est ça qui est important. La Vendée est une guerre civile. Sauf qu'à un moment donné, le pouvoir central, incarné par le Comité de salut public et l'Assemblée nationale, la Convention, va décider, au nom de l'État, en conscience partagée, d'exterminer les Vendéens et d'anéantir leur territoire. Non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont, et deuxièmement, pour dire à d'autres qui seraient susceptibles de se soulever qu'ils pourraient avoir la même chose, c'est-à-dire être exterminés et anéantis. Et d'ailleurs, on avait programmé l'extermination et l'anéantissement de la Bretagne rive droite. Ce qui est très intéressant dans cela, et que les historiens, jusqu'à une période récente, ont nié, d'où la nécessité de publier, c'est que ce système est basé sur la loi. C'est-à-dire que le comité public de salut public, qui est la tête pensante du système, c'est ce que j'ai démontré, contrairement à d'autres historiens qui ont voulu faire croire, jusqu'à une période tardive, que le comité de salut public était l'arme de la Convention. Et moi, j'ai démontré que c'était la tête pensante, et notamment à partir de la Vendée. Pourquoi?
Parce que la loi votée du 1er août, qui est une loi extrêmement précise, 1793, en fait, elle a été rédigée, et j'ai retrouvé l'original, mot à mot, par le Comité de salut public, 26 juillet. Et en fait, la Convention n'a fait que voter un texte réfléchi, pensé, écrit par le Comité de salut public. Ce qui est vrai pour la première loi est vrai pour la deuxième et pour la troisième loi. Que disent ces lois? Elles disent 4 choses. On va faire la synthèse. Il faut exterminer tous les Vendéens résidant en Vendée, bleu et blanc confondus, c'est pas le problème. Il faut anéantir leur territoire, politique de terre brûlée. Troisièmement, c'est à l'armée française de faire cela et avec dans une période limitée. Dans le cadre de ma thèse d'État, j'ai commis une erreur. C'est que j'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul plan d'extermination et d'anéantissement, le plan Turreau, le plus célèbre, qui commence le 21 janvier, 23 janvier 1994 et qui s'achève lors du rappel de Turreau le 10 mai 1994. En fait, je me suis trompé. Il y a 4 plans d'extermination. Le premier commence le 26 juillet 1993 et qui concerne exclusivement la Vendée militaire. Le deuxième commence le 10-11 novembre 1993 et qui ne concerne que les populations qui ont traversé la Loire, d'où ça venait, et Blain. Le troisième plan, c'est le seul d'ailleurs issu de l'armée, c'est le plan Turreau, 21-23 janvier 1994. Et le quatrième plan, le plan de la Convention, qui date du 10 mai 1994 pour s'achever le 2 décembre 1994. Les mots utilisés par les politiques, par les militaires, par les administratifs sont toujours les mêmes. Exterminer, anéantir. Un homme contemporain et spectateur des événements est à la fois surpris et scandalisé de ce qu'il voit et entend. C'est Gracchus Babeuf, le père du communisme. Ça lui paraît abominable que le peuple souverain extermine en conscience partagée une partie de lui-même parce qu'elle est. Et il va chercher dans le dictionnaire un mot pour exprimer cela. Il ne va pas en trouver. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait cela par nature. Et donc, il va inventer des formules, un système populicide, etc. parce qu'il ne trouve pas le mot. Il va écrire un livre extraordinaire de modernité pour dénoncer justement ce crime qu'il n'arrive pas à dénommer. Et ce problème de dénomination, on va le retrouver chez le consul américain Davis, qui en 1915 constate cette même politique d'extermination et d'anéantissement menée par les Turcs contre les Arméniens. Et lui-même n'a pas encore le mot. Il va utiliser des formules empoulées de systèmes de terreur, etc. Un peu plus tard, un avocat juif polonais qui constate les crimes commis par Lénine, Staline, puis après par Adolf Hitler, qui fait donc le même constat que Gracchus Babeuf ou le consul Davis, cherche aussi un mot. Il ne va pas le trouver. Et il va inventer ce néologisme de génocide qui est un très très mauvais mot. C'est un mot bâtard. D'où la nécessité de le définir. C'est ce que vont faire les conventions et grosso modo, on va appeler, parce que ça a beaucoup évolué depuis, à l'époque, un génocide, c'est la conception ou est la réalisation partielle ou totale ou la complicité dans l'extermination et l'anéantissement d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Ça a évolué depuis. C'est toujours un fait d'État, par nature. Et comme on a défini le mot après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en avant 2 critères d'application. Le premier, c'est l'imprescriptibilité. Et donc, deuxième critère, la rétroactivité. C'est d'ailleurs au nom de cette rétroactivité que l'on va sanctionner les grands criminels nationaux-socialistes qui ont œuvré dans le cadre des génocides qu'ils ont commis. Et qu'après, on va condamner les Turcs par rapport au génocide des Arméniens, etc. C'est au nom de cette imprescriptibilité et bien entendu de cette rétroactivité. Et moi, qui suis juriste de formation, en fait, sans le savoir à l'époque, je me pose la même question que Lemkin, Davis et Babeuf.
Comment appeler ça? Et le seul mot qui s'imposait à moi, pour les raisons que je viens de dire, c'est le mot génocide. Et d'ailleurs, si je ne l'avais pas utilisé, on ne parlerait plus de la Vendée. Et le problème que j'ai soulevé au niveau du génocide, c'est exactement le même problème que j'ai soulevé au niveau de la mémoire. Parce que lorsque je fais ce travail sur la mémoire qui donne naissance à mon livre du génocide au mémoricide, et je me pose la question de savoir pourquoi on a cette inversion de l'histoire. Est-ce que ça correspond à une évolution naturelle de l'histoire ou est-ce qu'il y a un événement qui, dans l'acte génocidaire, fait qu'il va y avoir immédiatement une inversion de l'histoire? Comment appeler ça? Et je cherche dans le dictionnaire un mot. Je ne vais pas le trouver. D'où le fait que je vais créer ce mot mémoricide. Et c'est grâce à ce mot qu'on a pu définir l'acte et qu'un homme politique tout récemment l'a réutilisé à une plus grande échelle que moi. En l'occurrence, Philippe de Villiers. Puisque moi, je lui avais donné une définition restrictive. Lui, il a donné une définition élargie. Bien. Mais en fait, on a besoin du mot pour voir. Si on n'a pas le mot, on ne voit pas. Donc, c'est le mot qui permet de définir l'acte. Et si je n'avais pas eu le mot génocide pour définir le crime commis en Vendée, on n'aurait jamais cerné la nature du crime commis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a tellement attaqué. Parce que maintenant, dès qu'on parle de la Révolution française, on est amené à parler de la terreur et on est amené à parler du génocide. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'étais appelé dans le monde entier, et notamment derrière les pays de l'Est. Mes livres sont traduits un peu partout, notamment derrière le pays de l'Est, parce que, justement, ceux qui ont subi ces politiques ont mieux compris ce qui leur est arrivé. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si Lénine utilise le mot Vendée systématiquement pour définir les groupes humains, les territoires qu'il doit anéantir et exterminer. Il appelle ça Vendée. Très bien, merci de cette réponse très complète, mais vous avez dit vous-même que c'était un mot bâtard, hein, je reprends votre expression. Si c'est un mot bâtard et incomplet, dérangeant, pourquoi l'employer? Et petite incise, j'ouvre une parenthèse que je referme très vite, mais par exemple aujourd'hui, heu en Allemagne, il y a, à ma connaissance, il y a aucun historien saxon, par exemple, qui va dire que Charlemagne a fait un génocide à l'égard de leur population. Ou on pourrait dire pareil, des Gaulois, qui ont subi des massacres de la part de Romains. Voilà, je referme la parenthèse et je vous laisse répondre. Alors, qu'il y ait eu des génocides avant la Révolution française, indiscutablement. Moi, je travaille dans le cadre de la période contemporaine. Donc là, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est comment un peuple souverain est-il amené à commettre de tels actes? Qu'il y en ait eu d'autres avant, bien sûr, mais bien sûr, on peut en citer des dizaines. Bien. Moi, mon problème, il n'est pas là. Mon problème, c'est d'étudier ce phénomène dans le cadre contemporain. Donc, ce qui est stupéfiant, c'est que la Révolution française, au nom de la création de l'homme nouveau, au nom de la liberté, au nom de l'égalité, était amenée à commettre de tels actes. Alors pourquoi utiliser ce mot? Le bon mot aurait été celui de Babeuf, populicide, très simple. Et il était naturel. Sauf que la France, pour des raisons idéologiques et politiques, a systématiquement détruit toutes les références à ce mot, en détruisant notamment les opuscules publiés par Gracchus Babeuf. Et je pense que si, par exemple, le consul Davis avait eu connaissance du mot populicide, il l'aurait utilisé. Je pense que si Lemkin avait eu connaissance du mot, il l'aurait utilisé. Mais il n'avait pas connaissance du mot. Et c'est un latiniste amateur de grec, Lemkin, il a créé ce mot bâtard qui est insatisfaisant, d'où la nécessité de le définir juridiquement par le biais de conventions et de traités internationaux. Mais on a ce besoin de le définir parce que ce n'est pas un bon mot, mais c'est le seul mot. Donc, on ne va pas en créer un nouveau. Il est là, il faut faire avec, tout simplement. Par contre, pour la mémoire, personne ne s'était posé la question de la manipulation de la mémoire. Donc, j'avais la liberté
de faire ce que je voulais. Et moi, j'ai créé un mot qui est d'ailleurs repris maintenant par bon nombre d'auteurs. Je l'ai défini, ils le définissent autrement, qu'importe. Mais ce mot, c'est un mot simple, logique, clair et il est facile d'emploi. D'où le fait que Philippe de Villiers l'ait utilisé simplement pour lui-même et le public a bien compris ce que cela voulait dire. Très bien, merci. Heu, alors vous avez, parlé tout à l'heure des 4 critères, hein, au niveau des lois qui avaient été votées pardon, pour, les actes qui devaient être commis en Vendée contre les rebelles. Et j'ai une autre question, toujours dans l'ordre, on va dire rhétorique ou sémantique. Hem, Dans les formules employées par les, révolutionnaires, ne faut-il pas y voir davantage de rhétorique et d'emphase que de véritables intentions? Par exemple, lorsque Marat déclarait: «Il faut que 100 000 têtes tombent», ne s'agissait-il pas avant tout d'une mise en scène, d'une manière de galvaniser les foules, plutôt que d'un appel direct à l'action, ou au meurtre? Alors souvent j'entends ce genre de réflexion, sauf ça ne tient pas au fait. Lorsqu'on vote des lois d'extermination et d'anéantissement, elles sont là, elles ont été votées, ça veut dire qu'elles ont été réfléchies avant, rédigées, votées en conscience partagée, puis après on reconstitue toute la chaîne de commandement, transmise au ministre de la guerre, puis après transmise aux militaires et aux politiques et mise en œuvre. Ce qui fait que vous avez d'un côté des bourreaux et de l'autre côté des victimes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des 960 habitants qui ont disparu à la Chapelle-Basse-Mer, ça correspond à une idée première qui a été matérialisée par une loi et transmise par une chaîne de commandement pour arriver sur le terrain. Et d'ailleurs, cette argumentation est une argumentation qu'on retrouve un peu partout dans tout ce genre de crimes. Lorsque on va inculper les responsables nazis, ils vont prendre entre autres cet argument. Ah, nous, on disait ça comme ça, mais on ne pouvait pas imaginer que ça allait se traduire comme ça. Vous voyez? Donc, les faits sont là. C'est-à-dire que on peut blablater, il n'y a aucun souci, mais il y a bien une correspondance entre la conception qui a été celle du comité de salut public et l'application par le soldat de base. Et d'ailleurs, c'est si vrai que lorsque le général Turreau va se retrouver devant les tribunaux, il va dire: «Écoutez, moi je n'ai fait qu'obéir aux ordres, ces ordres étant issus de la loi». Et lorsqu'on lit en profondeur le livre de Babeuf, de Gracchus Babeuf, que je conseille de lire, il a été publié, republié par le Cerf, c'est ce qu'il dit en permanence. Il y a bien correspondance et c'est indiscutable. Quand on crée les camps de concentration et d'extermination, c'est pas le délire de quelques soldats, c'est parce que on leur a demandé de. Lorsque le soldat de base en Vendée tue le Vendéen, c'est qu'il a un ordre. Et d'ailleurs, les chefs le rappellent sans cesse. Le procès Turreau, dont j'ai parlé tout de suite, mais que tous les courriers, c'est conformément aux ordres reçus, conformément à la législation. Donc il y a bien un rapport de cause à effet. Très bien, merci. Alors récemment, je lisais un auteur, je vous dirai après en privé voilà, qui c'est. Et en fait, il avait une argumentation qui était, qui bon, qui est respectable. Après on peut y souscrire ou pas. En fait, il expliquait en fait que la force de la révolution, c'est qu'elle avait une légitimité par la loi. C'est-à-dire que c'est un État légitime et que donc que Robespierre, pardon, et la Convention n'avaient jamais agi dans l'illégalité. Parce que la Convention était, selon certains, la représentation, nationale de l'époque. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez? Alors, en fait, c'est la chronologie qui est importante, là. Avant la journée du 10 août 92, la légitimité et la légalité, c'est le roi et la représentation nationale. Le jour où on abolit la monarchie et on proclame la République, il y a un glissement de la légalité et de la légitimité institutionnellement. Donc le nouvel État, il est incarné par, parce que c'est censé être un pouvoir absolu, par la Convention qui désigne, qui nomme
les différents membres de l'exécutif. Et puis l'usage va faire que, en fait, au sein de la Convention, on va désigner 13 puis 12 députés qui vont former le comité de salut public et que le véritable organe exécutif et qui prend en conscience partagée, je rappelle toujours ça, d'ailleurs, ils sont co-responsables des décisions prises par l'un ou par l'autre. Bien. Donc là, ils consentent la légalité et la légitimité. Et c'est au nom de cette légalité et de légitimité, d'ailleurs, qu'ils vont recourir aux forces publiques, que ce soit la justice, on peut en discuter si c'est bien ou pas bien, mais qu'importe. L'armée, on peut en discuter si c'est bien ou pas bien, mais qu'importe. N'empêche que ils incarnent la justice et la force, et ce sont les armes du gouvernement qu'ils considèrent comme légales et légitimes. Très bien, merci. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Turreau. Hem, est-ce que les colonnes, infernales, furent un moment clé, de cette politique de terreur? Alors tout à l'heure, je vous expliquais que j'avais commis une erreur en réduisant la politique d'extermination et d'anéantissement de la Vendée à un seul plan, celui de Turreau. Ce que je veux dire, c'est fondamental, parce qu'il y a un enchaînement de plans l'enchaînement est pensé au plus haut niveau, c'est-à-dire le comité de salut public. Dans un premier temps, c'est-à-dire le 26 juillet 93, Robespierre ne fait pas encore partie du comité de salut public, il sera élu le lendemain, mais il est là, il est présent. Les membres du comité de salut public se posent le problème de la résistance au pouvoir central. Pour eux, il faut faire un exemple, et en l'occurrence, l'exemple qui leur paraît le plus dangereux, c'est la Vendée, pour des raisons structurelles. Immense territoire, 815 000 habitants, 10 000 km², uniformisation du mouvement, structuration du mouvement, militarisation du mouvement, etc., etc. Et donc, eux, ils vont créer un premier plan qui va s'appuyer sur 2 structures. La première structure, c'est la flottille sur la Loire. Cette flottille a été créée en mars 93 par un officier supérieur dans le but d'empêcher l'union de la rive droite et de la rive gauche. 41 bateaux qui sillonnent la Loire, de Saint-Nazaire à Angers. À partir de juillet 1793, ces bateaux vont servir à exterminer et anéantir les territoires sur la rive gauche de la Loire. Deuxième structure, l'armée, qu'on va lancer à l'est du territoire de la Vendée militaire et au sud, qui a 2 missions: avancer et massacrer, avancer et pousser et noyer. C'est parce que les Vendéens, qui ne comprennent pas ce qui se passe, sont terrorisés par ce qui se passe, décident de traverser la Loire à Saint-Florent-le-Vieil, 80 000 hommes, c'est pas rien, qui ne savent pas où ils veulent aller, mais qui peuvent soulever les territoires traversés comme l'Ille-et-Vilaine, l'Anjou, la Sarthe, la Normandie, etc. Et là, le comité de salut public se dit que l'urgence, c'est d'exterminer ces gens, parce qu'ils sont doublement dangereux, en absolu et relativement. Donc, pour ce faire, on va appeler l'armée à l'est et on décide de tomber par masse sur les Blancs, et ce sont les grands massacres de Blain et de Savenay, ce qui résout le problème des Vendéens ayant traversé la Loire. Mais ça ne résout pas le problème des Vendéens de la Vendée militaire. Et les conventionnels constatent qu'en fait, ils ne savent pas faire, tout simplement, et qu'il faut faire appel à un technicien, un officier qui sait. Et celui qui sait, c'est le général Turreau. On en a fait un imbécile, on a eu tort. C'est un officier de qualité, un officier d'Ancien Régime et un officier qui sait s'adapter aux événements et à l'environnement. Lorsqu'il est nommé, et j'ai son acte de nomination, je l'ai retrouvé, j'ai publié dans mon livre Vendée du génocide au mémoricide. La première chose qu'il fait, et qui est stupéfiante, c'est plutôt que de prendre directement
le commandement de l'armée de l'Ouest, qui est en charge de l'extermination de la Vendée militaire, il va se rendre sur le terrain pour essayer de comprendre. Et il va en tirer 2 conclusions. 1, on ne peut pas utiliser l'armée dans ces régimes, qui est la première armée au monde, hein, c'est celle de Louis XVI, comme on l'emploie d'habitude, parce que il n'y a pas de grands champs. Et deuxièmement, ce pays est un pays de bocage parsemé de chemins creux. Et donc l'armée ne sait pas faire. Donc, une fois qu'il a fait ce constat, il va analyser la situation et il va inventer une méthode, mais qui remet en question la méthode qui a été créée par les conventionnels, c'est-à-dire celle d'utiliser l'armée sous forme de plan masse. Les courriers échangés, jusqu'à ce que je les étudie, n'étaient pas du tout compris. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait la correspondance entre l'écrit du 24 janvier 1994 du général Turreau aux membres du comité de salut public, et non pas aux membres de la Convention, aux membres du comité de salut public, en leur disant, voilà, j'ai commencé l'exécution d'un plan que j'avais conçu pour traverser la Vendée avec 12 colonnes, 23 en fait. Colonnes mobiles. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus sous 15 jours ni maison, ni habitants, ni armes, rien. C'est-à-dire que, unilatéralement, je prends le risque de remettre en question votre plan masse pour utiliser les colonnes mobiles. C'est-à-dire que, je répète, de manière unilatérale, sans le consentement des membres du comité de salut public, il prend le risque de remettre en question leur plan. Vous imaginez que s'il échoue, il va être immédiatement guillotiné. Il le sait. Et il attend avec angoisse la réponse du comité de salut public. Or, la réponse, je l'ai retrouvée aux archives nationales, c'est-à-dire le courrier de Turreau, il est aux archives militaires. La réponse est aux archives nationales. Donc, j'ai reconstitué le puzzle de la documentation. D'où l'utilité de mon premier travail avec Jean Meyer. J'ai mis en correspondance les 2 documents. Qu'est-ce que dit Carnot, Lazare Carnot, qui parle au nom du comité de salut public et qui dit 2 choses à Turreau. On a bien pris acte de ta décision de remettre en question les plans masse pour les colonnes infernales. Pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est que tu sois d'accord avec nous, c'est-à-dire exterminer et anéantir le Vendéen. Ça ne peut pas être plus clair. Donc ce n'est pas un dérapage d'un officier supérieur, c'est la mise en œuvre d'une politique décidée au plus haut niveau de l'État. Et c'est parce qu'on considère que Turreau a échoué, il n'a pas tué suffisamment de Vendéens, parce que son plan, qui est bon, il n'est pas génial, qu'on va le rappeler le 10 mai et que le comité de salut public va inventer un nouveau plan d'extermination et d'anéantissement qui est un plan mixte, qui s'appuie sur des camps de retranchement d'où vont partir des colonnes mobiles qui vont être aussi efficaces que les colonnes de Turreau. Donc, c'est bien un système pensé logiquement par l'État français incarné par le comité de salut public et la Convention. Et d'ailleurs, c'est si vrai que ce sont les membres de la Convention qui sont chargés d'aller vérifier si les ordres transmis par le comité de salut public ont bien été exécutés et si, à défaut, ils ne sont pas exécutés, eh bien, de trouver d'autres solutions. D'où Carrier, qui est député, d'où Franck Castel, qui est député. C'est parce qu'il contrôle l'armée, mais l'armée n'est pas suffisamment efficace qu'ils se sentent obligés de créer d'autres moyens de mener en œuvre, de mettre en œuvre une politique d'extermination, d'où les noyades de Nantes, d'Angers, etc. Mais on peut en citer d'autres. Merci. D'ailleurs, on précise que le nom de Turreau figure toujours sur l'Arc de Triomphe. Pas seulement, il a ses noms de rue, il avait même son nom, de donner à une, caserne. Mais vous savez, c'est aussi vrai de Robespierre, qui a ses noms, de stations de métro, ses noms de rue. Il doit avoir une dizaine de lycées en son nom, et cetera. Donc, vous savez, le fondateur, des
des fours crématoires Hamel a son nom aussi sur l'Arc de Triomphe. Celui qui a créé le concept de gazage, Fourcroy, c'est lui l'inventeur, du gazage que, Lénine, Staline, Hitler vont réutiliser de manière, proto-industrielle et industrielle. Ben, c'est Fourcroy, qui a inventé, le système, qui est un député, là encore, de Paris et qui a, un nom de rue et qui a aussi, sa statue, dans une des niches de l'hôtel de Paris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'inversion de l'histoire. On rend hommage aux bourreaux. Alors, justement, en rend hommage au bourreau, vous me tendez la perche pour ma prochaine question. Pourquoi, selon vous, la question du génocide ou du populicide a-t-elle été si longtemps niée ou minimisée par l'historiographie dite académique ou officielle? Alors jusqu'en 1985, la réponse est très simple. Un, on ne savait pas ou on ne savait plus, pour des raisons que je peux vous expliquer. Deuxièmement, cette question était dérangeante, donc on ne l'a pas traitée en trouvant des justifications. Et puis, ceux-là même qui auraient pu s'y intéresser ou s'interroger ne l'ont pas fait. Je pense par exemple aux survivants des grands massacres. Ben, en fait, ils n'avaient pas l'envergure intellectuelle comme Babeuf pour se poser le véritable question. Des types comme Ludusit, Charles X, ils ne savaient pas. Ils savaient pas, parce qu'on est dans l'inimaginable. Alors après, ben, la recherche, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, n'a pas été dans ce sens-là. Par contre, à partir de 1985, le problème n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que il me semble avoir prouvé scientifiquement qu'il y avait bien eu un génocide. C'est pas un délire idéologique, c'est pas un délire politique, c'est un fait objectif, juridique. Là, il y a plusieurs raisons. La première, c'est une raison politique, doublement. Nous sommes sous le régime de François Mitterrand, qui est un homme de gauche, qui veut faire du bicentenaire une manifestation universelle à la gloire de la Révolution française. Il a programmé à l'époque une manifestation qui devait se dérouler sur 10 ans, c'est-à-dire 1989-1999. Sauf que ma thèse est soutenue en 85, publiée en 86 et un énorme succès populaire et intellectuel. Et donc, ça devient difficile pour le pouvoir politique de commémorer sur 10 ans le bicentenaire de la Révolution française parce qu'il y a le génocide de la Vendée. Donc là, on va faire appel aux universitaires français pour essayer de casser le fruit de mes recherches, de casser mon travail. On a essayé en amont, en proposant une somme d'argent pour pas que je soutienne. Donc, je n'ai pas répondu à cela. Puis après, une fois la soutenance faite, on a essayé de la casser, cette soutenance. Il y a même un universitaire qui a demandé qu'on casse mon diplôme. Puis après, on a avancé des critères subjectifs, idéologiques, en disant que c'est un travail de circonstance fait par un type d'extrême droite, c'est du classique, royaliste, etc., etc. Et que cela n'avait absolument aucune valeur scientifique. Sauf que cet argument n'a pas pris pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est une thèse d'État soutenue devant les plus grands historiens de l'époque, Jean Meyer, Pierre Chonu, Tullard, Corvisier, Bardet, Louis Bernard Maire, etc. Avec comme sanctification la mention la plus haute délivrée par l'université. Et puis on s'aperçoit que je ne suis pas du tout un idéologue. C'est quand je passe à la télévision, etc., je ne parle jamais d'idéologie ou de politique. Je ne présente que mes travaux. D'où le fait qu'on va m'exclure des masses médias. Et puis après, on a été un peu plus loin dans la logique. On a fait une addition de colloques en France, sans jamais parler ou en dénigrant mes travaux, sans jamais m'inviter, mais en me conspuant. Je n'ai jamais fait en France un colloque scientifique. J'en ai fait des dizaines à l'étranger, mais je n'ai jamais été invité en France. Donc, politique d'exclusion, politique de marginalisation, politique de dénonciation, etc., qui a été très loin
dans le truc. Sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, en fait, le livre n'était ni idéologique, ni politique et que c'est toujours un succès de librairie, tant au niveau national qu'au niveau international. Et que, petit à petit, un certain nombre d'auteurs sont allés dans ce sens et pas des moindres. Par exemple, Masgallo, qui a été si violent à mon égard, qui a reconnu que c'était un génocide. Il y a eu des philosophes de très haut niveau, des juristes, le dernier en date étant tout de même le spécialiste devant les tribunaux internationaux des crimes de guerre et des crimes de génocide, Jacques Villemin, qui a écrit 3 livres en tant que juriste spécialiste représentant le gouvernement français auprès des tribunaux internationaux. Il y a eu des politiques dont certains ont demandé l'abrogation des lois d'extermination et d'anéantissement. Je vous raconte une anecdote qui est stupéfiante. Moi, je suis passé devant une commission il y a une vingtaine d'années pour l'abrogation des lois d'extermination et d'anéantissement. Les membres de la commission présents ont éclaté de rire en disant: «Mais monsieur, ça n'a jamais existé. Bon nombre d'universitaires dit que vous avez inventé ces lois.» Et là, je dis: «Vous savez, le mot inventé n'est pas utilisé au hasard. Parce que pour le commun des mortels, le mot inventé, ça veut dire créer. Pour eux, ça veut dire trouver. Donc ils jouent sur l'ambiguïté. C'est très simple. Envoyer un huissier dans la bibliothèque de l'Assemblée et je vais leur dire quel opuscule apporter. Et donc, quand ils apportent les opuscules, j'ouvre les pages et je leur fais voir. Ils sont estomaqués. On va dire: «Ah bon, ça a existé?» Et puis, il y a toujours des malins qui disent: «Ah oui, mais c'est tombé en désuétude.» Oui, OK, c'est tombé en désuétude, mais c'est pas parce qu'une loi est tombée en désuétude qu'elle peut pas être réexploitée. J'ai pris l'exemple des Juifs. On a déporté les Juifs au nom des lois qu'on a réactivées de 1790, 1791, 1792. Elles ont été abrogées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Non, non. C'est-à-dire que les lois, d'ailleurs les lois de Vichy n'ont pas été abrogées. C'est une erreur de croire ça. De Gaulle a inventé un non-concept, un concept nouveau qui partait de l'idée que ces lois n'avaient jamais existé parce qu'elles n'étaient ni légales ni légitimes. Donc on parle de retrait. Puis troisièmement, on m'a expliqué que la peine de mort ayant été abrogée, de fait, les lois étaient abrogées. Je leur dis non, parce que la peine de mort abrogée est une peine de mort pénale et individuelle. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte. Eh bien, ces lois n'ont jamais été abrogées. Et nous sommes le seul pays au monde à avoir voté des lois d'extermination et d'anéantissement. Et nous sommes le seul pays au monde, parce qu'on n'a jamais abrogé, parce qu'abroger, c'est reconnaître, à toujours avoir ces lois dans l'arsenal politique. D'ailleurs, ça serait très intéressant de voir la réaction du juge si un assassin tuait un Vendéen parce qu'il était Vendéen, parce qu'il est Vendéen. C'est un sacré problème, parce que ce meurtre serait un meurtre légal. Je suis peut-être pas dans l'excès. Ça soulèverait des questions. Oui, alors après l'entretien touche bientôt à sa fin, je vous le précise, mais après la difficulté, c'est ce que vous opposent vos adversaires, c'est que pour la notion de génocide, il faut définir le Vendéen et par définition, eux disent qu'on ne peut pas le définir. Donc il ne peut pas y avoir de génocide sur une population, sur un territoire, la Vendée militaire qui était sur plusieurs départements et cetera, vous voyez? Donc aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un tuait un Vendéen, est-ce que ça serait un meurtre légal? Voilà. Les critères, c'est Jacques Villemin qui a parfaitement étudié cela, sont très simples. Est considéré comme Vendéen tout homme résidant sur le territoire de la Vendée militaire. C'est ça. C'est ça. Et tout Vendéen qui a été retiré du territoire vendéen et qui est emprisonné après avoir été enterré en tant que Vendéen est un Vendéen. Et c'est pour ça qu'on tue les gens massivement à Chartres, au Mans, etc. Parce qu'ils sont issus de ce territoire. Et j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous étiez jeune étudiant, quand vous avez été voir ce professeur, monsieur Meyer, la le côté de la mémoire, enfin l'aspect mémoriel était très vivace en Vendée. Vous avez parlé de vos ancêtres, de vos aïeux, enfin de vos trisaïeuls, si je ne m'abuse. Et tout à l'heure,
vous avez également dit que aujourd'hui la mémoire populaire, elle était morte. En fait, moi, j'ai une double question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que cette mémoire se transmet encore dans certaines familles, nonobstant, l'écran de télévision et le fait qu'il y ait le chauffage central? Et est-ce que les initiatives comme, le Puy du Fou, toutes les fêtes populaires qu'il y a par chez nous, toutes les fêtes médiévales, est-ce que, à votre avis, ça participe à ce renouvellement de la mémoire? Ou au contraire, c'est vu par les gens comme un divertissement, folklorique au sens péjoratif du terme et pas au sens noble, du terme? Alors, ce sont des questions importantes. Moi, quand j'ai commencé mon travail, c'est en 1979. Ça peut choquer ce que je dis, mais il n'y a pas de chauffage central partout. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans une, grande propriété, le chauffage central a été installé tardivement. C'est-à-dire que le soir, dans tous ces pays, il fait très froid, l'hiver, surtout en bordure de Loire, froid et humide. Surtout à la Chapelle-Basse-Mer, à cause de ces vents incroyables qui viennent de l'estuaire, qui se fracassent sur les promontoires rocheux de Mauves, qui rebondissent, sur la Chapelle-Basse-Mer. Une pluviométrie à la Chapelle-Basse-Mer, le double de la Varenne. Et donc, le soir, il fait froid. On ne se retrouve pas devant la cheminée. Parce que une cheminée ne chauffe pas. On se retrouve devant la gazinière. La gazinière est un meuble rectangulaire et on est autour sur les chaises et on parle ou on joue aux cartes. Et le deuxième phénomène, c'est que moi, je l'ai vu chez moi, je vivais avec mes arrière-grands-parents, et mes grands-parents, les familles restaient dans la maisonnée. On ne mettait pas les gens dans les maisons hospitalières, comme on disait à l'époque, mais de nos jours, on dit EHPAD. Les gens restaient chez eux. Et d'ailleurs, souvent, c'était les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, qui s'occupaient des enfants et qui leur parlaient. Et puis est arrivé le chauffage central. Le chauffage central chauffe chaque pièce, si bien que le noyau familial a éclaté, c'est-à-dire que les gens ne sont plus restés groupés autour de la gazinière, mais sont allés dans leur chambre. Mais c'est arrivé en même temps que la télévision, puis l'ordinateur, puis le téléphone. Ce qui fait que avant on avait une télévision, mais déjà la télévision empêche le dialogue, l'échange. Et lorsque vous avez une télévision dans chaque chambre, puis après l'ordinateur, il n'y a plus de dialogue. Et puis on fout les vieux à l'hôpital. Donc tout ça a explosé, mais en très peu de temps, en 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai des centaines d'heures d'interviews à la maison hospitalière de la Chapelle-Basse-Mer. Si j'y allais de nos jours, je me heurterais à l'ancien devant la télévision. Il n'y aurait même pas de dialogue. Et souvent, quand j'ai ces gens, je suis toujours surpris que les gens vous parlent alors qu'il y a la télévision derrière, ce qui empêche tout. Bien. Donc la mémoire, il y a la rupture de la mémoire, elle est là. Alors vous me direz que, et pourtant, on voit un peu partout surgir des monuments à la mémoire. Oui, parce que c'est lié à des associations dynamiques, je parle du Souvenir vendéen par exemple, ou à des individus qui, je pense par exemple euh, à un monsieur dont la famille a été exterminée à La Roche-Servière avec tout le village, et puis qui a les moyens financiers, il a érigé un monument en gravant sur cette pierre la liste des gens. Bien. Et puis, il y a eu la référence à la Chapelle-Basse-Mer. On a beaucoup parlé de la Chapelle-Basse-Mer, de cette expérience, avec ce mémorial que j'ai construit à la Chapelle-Basse-Mer, qui est un mémorial matriciel. Donc, un peu partout, on construit des choses. Et puis, effectivement, il y a des émissions de radio, de télévision, qui racontent, qui relatent. Et puis, il y a le Puy du Fou. Le Puy du Fou avec le chemin creux qui a disparu et surtout le dernier panache. Et puis ce film, la dernière, Vaincre ou mourir. Et puis il y a eu la bande dessinée sur la Vendée, énorme comme succès. Mais en fait, on est dans ce que j'appelle une néo-mémoire. C'est-à-dire que cette mémoire ne s'inscrit plus dans la transmission, mais dans une appropriation liée à la lecture, lié à la découverte des monuments, lié à aux émissions de radio, de télévision. Vous-même, avec votre émission, vous allez avoir un impact et quelqu'un qui s'intéresse pas à ça va découvrir les choses. Donc il va aller s'intéresser, il va peut-être aller acheter un de mes livres au Cerf et cetera. Moi, je prends l'exemple à la Chapelle-Basse-Mer
au musée que j'ai des guerres de Vendée. C'est très intéressant, le musée de Plouarnel, le musée consacré aux guerres de l'Ouest. Si on fait l'étude des origines des visiteurs, sur 100 visiteurs, 60 sont des étrangers, 20 sont des Bretons, 20 sont, des Français. Pourquoi 60 d'étrangers? Eh bien parce que la guerre de Vendée est beaucoup plus connue à l'étranger pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, notamment derrière les pays de l'Est, parce que pour eux, c'est de la mémoire directe. C'est ça qui explique, le traumatisme qu'ils ont subi politiquement. Je me souviens d'une émission que j'avais faite pour les Russes, pour Tambov, qui est en fait une mini Vendée. Les journalistes, russes étaient venus m'interviewer pour essayer de comprendre Tambov, pourquoi Lénine avait appelé Tambov, Vendée. Et donc je leur avais fait cette émission qu'ils avaient, présentée le 11 novembre à la télévision. Les standards ont pété, ont explosé et ils ont dû présenter cette émission 3 fois à la télévision parce que les gens découvraient, mais c'est de la mémoire vivante pour eux, c'est de la compréhension. Nous, la mémoire, elle est morte chez nous. Donc c'est une nouvelle appropriation qui se fait, plus ou moins importante, mais qui se traduit, entre autres, par notamment les écoles hors contrat, par un nouveau discours sur la Révolution, qui se traduit aussi, alors c'est vrai pour les universités privées, par des sujets de recherche qui concernent directement la Vendée, alors qu'avant, ça n'existait pas. Dans les universités publiques, ce n'est pas le cas. Bon, etc., etc. Par des films, par des reportages, par votre émission. Pourquoi vous m'appelez? C'est pour cette raison-là, parce que vous avez envie de comprendre, vous avez envie de faire partager votre interrogation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun à son niveau fait une démarche, mais c'est de la réappropriation et non pas une transmission. Oui non, très bien, merci beaucoup, mais juste par rapport au Puy du Fou, il y a toutes ces fêtes, locales, médiévales, est-ce que ça participe également de cette transmission et de cette néo-mémoire? Ou au contraire, je vous dis, ça reste, quelque chose de oui, comme du divertissement? Parce que vous savez où j'habite, on va pas dire où j'habite, mais je suis pas très loin du Puy du Fou et j'y suis allé très régulièrement. En fait, la question que je me pose, notamment quand je suis allé au Puy du Fou il y a 3-4 ans en famille et devant moi, il y avait, 2 jeunes petites, enfin 2 adolescentes, françaises qui ne connaissaient pas, Solzhenitsyn et en fait, je me dis: «Mais est-ce que tous ces spectacles, hein, le Puy du enfin le dernier Panache, c'est quelque chose d'exceptionnel?» Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu je vous cache pas, j'ai eu les larmes aux yeux, mais est-ce que ces spectacles qui valident une transmission de la mémoire, est-ce que ça participe vraiment à la transmission de la mémoire ou ça reste en fait un amusement comme certains vont chez Mickey et d'autres vont pas très loin dans l'Oise, voir, Astérix et Obélix? Alors c'est difficile à évaluer cela. Euh, Personnellement, je fais toujours très attention aux réactions des publics, tant au niveau du dernier panache que pour la cinécénie. Lorsque on voit arriver les colonnes infernales qui sont bruyantes et lumineuses, je ne suis pas sûr que la majorité des spectateurs comprend la réalité des événements. Et j'en ai fait l'expérience moi-même parce que quand je vais à ce genre de spectacle, à la fin, je m'arrange toujours pour interroger une ou deux personnes pour voir ce qu'elles ont compris dans ces scènes. Rien. En fait, rien. Rien parce que pour elles, c'est du spectacle. C'est beau, c'est lumineux, c'est dynamique. C'est un spectacle, c'est un show. Extrêmement rare ceux qui s'arrêtent et qui se posent des questions. Et en plus, si vous me permettez, j'ai vu la Cinécénie il y a une dizaine d'années, je l'ai revue il y a 3-4 ans. En termes de spectacle, elle a aussi beaucoup perdu. Elle est beaucoup moins bien qu'avant, je trouve. Mais ça je sais pas si ça joue ou pas, mais la Cinécine a quand même pas mal perdu. Oui, c'est une vision, je la partage pas. Je trouve que, elle est plus forte à l'heure actuelle. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on voyait arriver les soldats il y a une dizaine d'années, ils n'avaient pas de ces torches, il n'y avait pas cette musique d'une violence absolument incroyable. Le soldat arrivait, il sortait de l'ombre, puis il tirait, c'est des soldats qui tirent, point final. Tandis que là,
Il y a une préparation psychologique avec une musique d'une brutalité incroyable. Boum, boum, boum. Il y a cet éclairage, lié, aux torches avec tous ces mouvements, cette précipitation et lorsqu'on a un peu d'imagination, on se dit qu'on n'est pas dans un phénomène naturel et au moins on s'interroge et d'ailleurs je remarque une chose, c'est qu'il y a 10 ans lorsque les Bleus arrivaient, le public applaudissait, tandis que maintenant il applaudit plus du tout parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose d'anormal et donc je ne partage pas votre opinion. Je trouve qu'au contraire, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus fort qu'avant parce que je me souviens très bien le avant et je me souviens très bien de la réaction du public. Je parlais de la Sénécénie d'un point de vue, plus général, hein, pas que sur ce passage-là. Voilà. Je j'ai vu la Sénécénie il y a une dizaine d'années, je l'ai revue il y a 3 4 ans. Après c'est que ça n'engage que moi et ça n'a aucune valeur scientifique ou autre, hein, mais j'avais trouvé qu'elle était, d'un point de vue plus général, elle était ouais, elle était moins forte, elle avait perdu. D'ailleurs, vous-même, vous dites, nonobstant, cette préparation, psychologique, visuelle, sonore, vous-même, vous dites que la majorité des gens, finalement, ne retiennent pas grand-chose de ou ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Donc c'est quand même bon, c'est un autre sujet, hein, j'en avais parlé avec, d'autres historiens que vous connaissez. C'est quand même un peu un échec. C'est-à-dire que, quand on voit le succès, du Puy du Fou d'un point de vue, médiatique par rapport au nombre de gens, qui s'y rendent en famille et cetera et que d'un autre côté on voit que, bah, il y a personne qui va au Puy du Fou et qui en ressort en se disant, je vais faire une thèse sur la Vendée ou je veux devenir royaliste, ou contre-révolutionnaire ou, je vais écrire un roman. C'est là où pour moi la limite où et c'est ce que j'avais dit à un de vos contradicteurs, indépendamment de ce que vous en pensez, mais c'est là où j'avais dit à Jean-Clément Martin pour moi il se trompe. Je lui avais dit: «Mais, voir dans le Puy du Fou une machine contre-révolutionnaire, en fait c'est une erreur». Parce que personne ne ressort du Puy du Fou, enfin quand je dis personne, ça doit être epsilonesque, hein, mais f croire que le Puy du Fou est une machine à fabriquer du combattant, pour tuer le roi, en fait, c'est un leurre. Les gens, ils vont là-bas pour passer un bon moment, pour voir des beaux spectacles, manger un petit sandwich, manger des mojettes, s'acheter un petit, bracelet en cuir avec écrit Puy du Fou, ou Frédéric ou François. Mais je trouve que certains historiens d'en face, du camp d'en face, oui, il surjoue, enfin, il donne au Puy du Fou un pouvoir que dans les faits, il n'a pas, pour fréquenter ce parc depuis une dizaine d'années. Voilà. Oui, on a de tout et le contraire de tout, hein, dans les spectateurs. Moi, je suis au bout de la chaîne. Alors je ne partage pas du tout votre opinion, sur, la Sénécénie. Je trouve qu'au contraire, elle a pris de la profondeur. Bon, alors je ne dis pas que cette profondeur est plus visible, je ne sais pas cela, mais elle a pris de la profondeur, pour moi, mais, on est dans du théâtre. Et en fait, ben, le théâtre, ne produit pas forcément, des fruits, apparents et immédiats. Ce que je sais moi, c'est que j'ai rencontré, pas grand monde, mais des jeunes qui, à la suite, de ce qu'ils ont vu au Puy du Fou, se sont arrêtés, se sont interrogés et je pense à 2 élèves en particulier, ont décidé de faire un mémoire à l'université sur le thème de la Vendée. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. J'ai encore 2 questions. Réponse rapide, s'il vous plaît, très, très rapide. Tout à l'heure, vous avez expliqué, et je pense que vous avez raison, lors de vos interventions, médiatiques, de ne jamais parler de vos idées politiques personnelles, de vous en tenir à des considérations, purement, juridiques, sur les matériaux, purement historiques et indépendamment de ce qu'on peut penser du génocide, vendéen, si c'est vrai ou faux, enfin, indépendamment de cette question qui est un vrai sujet et ce soir vous avez donné beaucoup d'éléments de réponse. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est une erreur, de vouloir demander à la République ou aux institutions, politiques en place, donc ceux qui incarnent l'autorité, légale, peut-être même légitime d'un certain point de vue, de demander la reconnaissance du génocide vendéen? Parce que là, justement, on tombe dans ce que vous ne vouliez pas, tout à l'heure,
ou du moins durant toute votre grande carrière, intellectuelle et historique, justement tomber dans la guerre idéologique. Est-ce que c'est pas une erreur de demander à son bourreau, justement, de reconnaître une erreur qu'il a commise, en sachant que c'est très compliqué? Et surtout, voilà, est-ce que vous ne craignez pas que, ce basculement, intellectuel, ce combat, d'une manière, plus générale ou plus particulière, peut nuire aux travaux purement historiques que vous et vos confrères, qui travaillent sur le génocide vendéen, C'est une question, moi je suis pas un politique, ce sont des politiques qui ont fait ce choix, pour des raisons, de justice, de faire d'abroger ces lois. Même pas de reconnaître le génocide. Certains ont demandé, cela, mais au moins d'abroger les lois. Bien. Personnellement, je trouve que ça serait justice, au moins d'abroger les lois, en tant que juriste. Mais c'est un acte politique qui a de lourdes, conséquences. Et ceux qui demandent la reconnaissance du génocide, ils ont, au-delà, de la justice, une, vision, de, p comment dire? Idéologique. C'est leur droit, c'est leur choix. Moi, je vais pas juger, cela. Moi, ce que je fais que constater en tant qu'historien, c'est que nous sommes le seul pays à avoir voté de telles lois et nous sommes le seul pays à l'heure actuelle à avoir de telles lois dans notre arsenal. Bon, et je crois que ça serait mieux personnellement que ce soit au moins abrogé. Deuxième chose, je pense que si on veut comprendre l'évolution traumatisante de l'histoire à grande échelle, notamment celle du XXe siècle, avec une addition de génocide ou de l'exclusion de l'autre parce qu'il est autre, il faut aller à la matrice. Et si cette reconnaissance permet que la Vendée soit vue comme la matrice de ce système totalitaire, c'est une bonne chose. Puis après, ben, les gens font, ce qu'ils, ont envie, de faire, hein. Mais je trouve que là, il y a un devoir de justice. Et deuxièmement, il faut arrêter le mémoricide, la définition même du mémoricide. Parce que nier, c'est accepter l'acte premier et y participer. Donc on prolonge l'acte de génocide. Et si justement l'abrogation de la loi ou le retrait de la loi permet de bloquer ce mémoricide, eh bien on arrête l'acte de génocide. Eh ben, très bien. Une dernière question. La guerre de Vendée a engendré plusieurs figures héroïques, chacune portant en elle une part de grandeur et de tragédie. Parmi tous ces visages de l'insoumission, lequel vous touche ou vous inspire le plus? Et pourquoi? Alors il y a chef et chef. Alors il y a l'héroïsation, des chefs. Je trouve que le général le plus lucide, brillant, c'est indiscutablement Charette. Je pense que très tôt, il a compris ce à quoi il s'engageait, ce à quoi il devait faire face et qu'il avait des solutions, et lui, pour essayer de faire tomber l'ennemi. Et je pense que sa stratégie était la bonne, notamment, de ne pas traverser la Loire. Mais c'est pas tellement ces hommes-là qui m'intéressent, c'est plutôt les héros locaux. Je pense par exemple, à la chapelle Basse-Mer, c'est vrai au Luxembourg-Boulogne, les pasteurs qui sont à la fin du XVIIIe siècle des gens incroyablement bien formés et qui ont une notion de la verticalité incroyable et qui grâce à l'entretien de cette verticalité vont faire le maximum pour accompagner le peuple martyr et le faire, grandir. Je pense au recteur Pierre-Marie Romain à Chapelle-Basse-Mer, c'est pour ça que je lui ai érigé une, statue, parce que pour moi, c'est vraiment le héros, local. C'est le grand héros de la Vendée. Mais je pense à tous ces gens qui ont fait, ce choix, malgré envers tout, de dire non à un système totalitaire. Vous voyez, on vit dans des sociétés, extrêmement liberticides. On ne se rend pas compte de ça. Moi, c'est ma spécialité à l'université, la résistance au totalitarisme. On vit dans des sociétés extrêmement liberticides. Il suffit de voir, par exemple, le traitement de ceux qui refusaient, la vaccination. Ben, je trouve que les héros, c'est justement celui qui dit non et qui justifie, son non et qui devient,
exemplaire. Moi, c'est beaucoup plus, genre d'homme. Vous voyez, par exemple, vous qui faites le choix de faire ce genre d'émission, vous êtes beaucoup plus intéressant pour moi que le politique qui va gesticuler pour ne rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes un homme qui s'arrête, qui s'interroge, qui répond, qui communique. Et donc vous êtes en fait vous allez devenir un exemple. Vous voyez? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est du du blabla, quoi. C'est donc des grands chefs comme, qu'on a pu connaître, en Vendée, qui ont été des gens, exceptionnels, qui sont là, qui sont mais vraiment, des véritables héros. Mais au-delà de ça, il y a tout le reste. Il y a le chef de famille, qui malgré tout, décide de partir à la guerre pour protéger sa famille et cetera. Mais il y a l'enfant qui va devenir l'espion du village et cetera. Ça forme vraiment un tout. Eh bien, écoutez, merci pour votre, dernière réponse et je vous remercie d'avoir participé à cet, entretien, intéressant, instructif et passionnant. J'indiquerai à mes auditeurs, des références intellectuelles et historiques, notamment vos ouvrages, pour qu'ils puissent creuser le sujet. Monsieur Sécher, merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter un mot? Oui, allez-y. Le 17 mai, à la Chapelle-Basse-Mer, nous faisons une, manifestation, pour, commémorer la fin de la restauration de la dîmerie du village. Cette dîmerie est sans doute le seul exemple en France, qui soit dans son jus premier, en fait le jus du 17e. Cette dîmerie, sous la Révolution française, a servi comme, camp pour, cantonner les habitants, pour en massacrer un certain nombre, pour les transporter à Nantes, pour les exécuter, à Nantes. Et donc, on a fini de la restauration, de cette, dîmerie qu'on inaugure donc, le 17 mai. C'est toute une, journée qui commence, à 11 heures par une messe, un repas tiré du sac, l'inauguration, la présentation, d'un certain nombre de créateurs, d'objets variés divers, de libraires et cetera. Puis après un concert, puis après un colloque, sur, en fait, cette notion, de totalitarisme, de sa naissance, à nos jours, puis un repas, assis, puis le soir un son et lumière. Et donc, là, il faut s'inscrire si les gens sont intéressés sur le site Mémoire, du futur. Il faut vraiment, s'inscrire, pour cela. Ça va être une, belle manifestation qui a permis, en tout cas, le sauvetage, d'un monument, d'exception, car unique en son genre. Eh bien, merci beaucoup. Donc, tous à la chapelle Basse-Mer le 17 mai. Inscrivez-vous sur Mémoire du futur. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.